Bonjour à tous. Comme vient de le dire Axel, je suis donc Norbert Jamet. Je suis Product Marketing Manager chez Cegid et je m'occupe plus particulièrement des offres ERP. Et donc, j'ai la chance aujourd'hui d'animer pour vous ce webinaire au cours duquel on va parler des nouvelles générations d'ERP et en particulier d'ERP Cloud, qui est un sujet qui nous anime chez Cegid. Et en l'occurrence, ce webinaire, il est là pour évoquer avec vous ce nouveau levier que ces générations de RP, ces nouvelles générations de RP constituent pour vous, les freelances, notamment dans l'accompagnement que vous allez pouvoir apporter auprès des entreprises sur leur engagement sur la digitalisation, sur leur transformation digitale. Et ça va être intéressant pour vous de saisir cette opportunité-là pour pouvoir délivrer des missions qui vont permettre de valoriser votre expertise. Donc c'est tout ça dont il va être question maintenant. Et je vous propose de débuter ce webinaire. Donc je vais surveiller le chat et l'onglet questions s'il y a des questions. On essaiera de voir dans quelle mesure on peut en prendre quelques-unes à la volée. Et puis, sinon, on se réservera un peu de temps à la fin pour traiter toutes celles que j'ai pas pu prendre au fil de l'eau, puisqu'il faut quand même qu'on essaie de rester dans le format qui a été prévu de ce webinaire qui va durer à peu près une heure environ, et puis on aura un petit peu de laps de temps complémentaire pour faire quelques questions, enfin pour traiter quelques questions éventuelles. Voilà, donc on est parti, et on va commencer par euh, évoquer cette nouvelle ère en fait qui s'ouvre aujourd'hui, notamment sur les systèmes de gestion. Alors pour illustrer ce point, peut-être le mieux, c'est toujours de s'appuyer sur quelques chiffres marchés qui permettent de resituer le contexte. Et en l'occurrence, là, je me suis appuyé sur une étude qui a été faite par le CXP en France, qui a fait une étude il y a à peu près 2 ans, qui portait sur les entreprises donc françaises évidemment et sur leur équipement en ERP. Et finalement, ce que nous indique cette étude, c'est qu'il y a un an environ, on comptait à peu près plus de 50% des entreprises qui étaient en France équipées d'ERP qui avaient plus de 10 ans. Plus de 10 ans, ça veut dire technologiquement relativement dépassé, puisqu'on est sur des technologies quand même qui sont extrêmement évoluantes. Et donc, il faut aujourd'hui que ces générations de solutions soient relativement récentes pour pouvoir embarquer ce qui se fait de mieux en termes de technologie et ce qui va permettre d'accompagner justement les entreprises dans la transformation digitale. Donc finalement, ce que nous renvoie cette étude, c'est qu'à date, on a plus de la moitié des entreprises en France qui sont équipées d'une solution qui ne leur permet pas de saisir ces nouvelles opportunités liées à la transformation digitale. Ça, c'est un premier indicateur qui est intéressant. Ensuite, si on continue un peu plus loin, on peut aussi zoomer sur finalement cet épisode un peu particulier dans lequel nous sommes tous engagés, et ça a commencé au printemps dernier, au mois de mars, avec ce confinement qui nous a tous directement percutés. Et donc ça a eu un impact fort évidemment sur les entreprises. Et il y a une société qui s'appelle AppDynamics qui a fait une étude justement à cette période-là, c'était au mois d'avril dernier, interrogeant les responsables informatiques, les responsables IT des entreprises. Et finalement, ce que cette étude nous renvoie, c'est assez intéressant, c'est que ce contexte particulier de la crise sanitaire et du Covid-19 a été finalement un véritable levier d'accélération pour ce qui est de la demande en digital des entreprises. Donc plus de 80% des sondés ont indiqué que ça a été finalement pour eux le plus gros challenge technologique qu'ils aient jamais eu à affronter depuis le début de leur carrière. Et puis pour un peu plus de 70% d'entre eux, il y a eu à la fois une concrétisation dans les décisions d'investissement dans des outils digitaux qui ont été extrêmement rapides dans le contexte du Covid, et également, au-delà de décider de s'équiper en outils digitaux, il y a eu la réalisation, c'est-à-dire qu'ils ont mis en œuvre en quelques semaines des outils de digitalisation, là où, sur des projets similaires, ils auraient pu prendre plusieurs mois dans un contexte avant le Covid. Donc ça, je dirais que ça concrétise bien cette accélération de la demande du digital qui a été impulsée par le Covid. Donc ça, c'est un élément de contexte qui est aussi intéressant à rappeler. Donc si on continue toujours, on va aussi prendre le temps de regarder un peu ce qui se passe au niveau des solutions de gestion et des ERP en particulier. Alors, pour revenir un peu sur la genèse de tout ça, les ERP, c'est un dispositif en termes de solutions de gestion
qui est apparu il y a à peu près une trentaine d'années sur le marché et qui a connu un vrai succès auprès des entreprises de par, je dirais, la promesse qui était délivrée par ces solutions, qui apportait finalement cette capacité dans un outil unique de couvrir tous les besoins fonctionnels de l'entreprise, de lui permettre d'avoir une unicité de l'information, de faciliter la prise de décision, de structurer les processus opérationnels de l'entreprise. Donc il y avait beaucoup de vertus finalement avec ces approches ERP qui a fait le succès qu'on connaît aujourd'hui. Mais en revanche, on a aussi observé que ces solutions ERP, elles avaient un certain nombre de limites et elles posaient un certain nombre de difficultés. Ces difficultés, d'ailleurs, qui ont été bien formalisées par le cabinet Gartner, qui les a formalisées dans une étude qui s'appelle Strategic Roadmap for Postmodern ERP. Et ce que nous dit le Gartner, finalement, c'est qu'il y a un certain nombre de limites sur les ERP qu'on retrouve, qui sont assez caractéristiques, qui tournent autour de l'architecture très monolithe, très tout en un, qui finalement rend complexe l'intégration de briques externes. Quand on veut faire cohabiter autour d'un ERP une brique fonctionnelle métier, par exemple, qui correspond au secteur d'activité de l'entreprise, souvent c'est compliqué de mettre en place des interfaces, c'est compliqué à la mise en œuvre et c'est compliqué aussi à maintenir sur la durée. Donc ça pose un certain nombre de difficultés. Souvent aussi, on s'est rendu compte que ces solutions, elles étaient tellement structurantes que parfois ça avait des contraintes aussi sur la stratégie de l'entreprise. Et parfois, il y avait des effets un peu pervers qui faisaient que le choix d'un ERP pouvait parfois amener des contraintes importantes dans l'évolution même de l'entreprise qui était obligée de composer avec les contraintes de son ERP. Donc ça, c'était pas très vertueux. Et en l'occurrence, donc le Gartner a décrit finalement les caractéristiques nouvelles qui devraient être proposées sur de nouvelles générations d'ERP, ce qu'il a appelé le Gartner l'ERP postmoderne. Et concrètement, ça s'illustre autour d'une solution beaucoup plus ouverte, beaucoup plus agile, qui permet finalement de s'adapter aux besoins de l'entreprise, et non pas le contraire, pas l'entreprise qui s'adapte à son ERP, et qui permettent notamment de faciliter des approches hybrides en termes d'architecture, c'est-à-dire qui permettent de cohabiter des briques qui sont dans le cloud avec d'autres qui sont, pourquoi pas, on-premise. Donc cette souplesse-là, c'est ce qui finalement ressort de ce que nous décrit le Gartner dans son étude. Voilà, c'est un point également intéressant à garder en perspective. Autre élément marché important, c'est l'explosion de la donnée. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Aujourd'hui, on voit bien que on a une émergence de données qui est fulgurante. Elles sont de plus en plus nombreuses. On voit sur certaines études qu'on peut estimer à peu près 60% les données de l'entreprise qui seront exploitées et qui proviendront de sources externes, qui seront plus uniquement issues du système d'information de l'entreprise. Et ça va être notamment possible avec l'avènement de l'Internet des objets, avec les objets connectés. On parle de plus de 80 milliards de capteurs qui seront connectés à Internet dans les prochaines années, et un renouvellement de la donnée permanent, avec 90% des nouvelles données qui auront été créées dans les 10 dernières secondes. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une économie du temps réel, par cette émergence, sur cette profusion de données, et il faut absolument que les ERP de nouvelle génération considèrent cette dimension-là et soient susceptibles d'aller capter cette donnée externe pour faciliter encore une meilleure prise de décision pour les décideurs qui sont équipés de ces ERP de nouvelle génération. Donc ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Donc, si on regarde de manière un peu plus concrète comment les choses ont un peu évolué au niveau des systèmes de gestion intégrés et des ERP, on peut décrire ça de manière un peu simpliste sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on a au tout début les premières générations de ERP qui étaient ce qu'on appelait des solutions très intégrées et qui finalement étaient plutôt dans un modèle centré sur lui-même où l'ERP apportait toutes les briques fonctionnelles nécessaires et ne tolérait pas l'intégration de briques externes. Ensuite, on a eu une première évolution qui s'est matérialisée avec ce qu'on appelle des solutions, des ERP modulaires, où on a commencé à avoir des briques fonctionnelles qui commençaient à être activables un peu plus à la carte dans ces ERP, mais on verra qu'il y avait quand même encore quelques contraintes. Et puis aujourd'hui, on voit émerger des nouvelles générations de RP qu'on appelle composables, où on voit bien que cette fois, on a atteint un niveau ultime en termes de souplesse qui permettent finalement d'avoir une logique de Lego qui permet de composer son ERP complètement à la carte. Donc voilà un petit peu les trois
évolutions, les 3 steps qu'on peut décrire aujourd'hui sur la manière dont ont évolué les ERP au cours de ces dernières années. Et on va zoomer un peu plus sur justement cette distinction qu'on peut faire entre un ERP modulaire et un ERP composable. Alors sur la gauche, vous avez ce qu'on a essayé de synthétiser pour décrire l'ERP modulaire. Donc dans tous les cas de figure, on est sur un ERP, donc on a un référentiel de gestion unique. Il se caractérise avec des modules fonctionnels qu'on va pouvoir activer en fonction des besoins de l'entreprise. Donc le module A, le module B, le module C, etc. Et au-dessus de ces modules, on va être capable aussi d'aller commencer à avoir une forme d'ouverture vers soit de la customisation, c'est-à-dire pouvoir un petit peu amender le comportement applicatif de l'application, soit une ouverture qui se traduit par des connecteurs vers une ou plusieurs applications tierces. Mais la limite de l'approche modulaire de l'ERP, c'est qu'on est quand même dans une logique où on reste extrêmement dépendant des évolutions qui sont décidées par l'éditeur. Donc la disponibilité des connecteurs vers une application A, une application B, ben, elle dépend du fait que l'éditeur a prévu que ce connecteur avec l'application là, avec l'application A, il existait, ou avec l'application B, il existait. Et si à un moment donné, ben, on est face à un client qui dit mais moi c'est l'application C que j'ai et que je voudrais connecter à mon ERP, ben là on se retrouve un peu enferré dans les bonnes vieilles contraintes liées aux ERP où il va falloir mettre en place une intégration qui va être assez complexe à mettre en œuvre et sans doute complexe à maintenir sur la durée au gré des évolutions et de l'ERP et de l'application en question. Alors que sur la partie droite, sur l'approche ERP composable, on est toujours sur ce socle de référentiel de gestion, mais il repose sur une plateforme ERP qui va être extrêmement ouverte, là pour le coup, et donc composable, qui va permettre de faire cohabiter à la fois des applications natives. Alors ici, j'ai mis application Cegid en prenant le postulat que c'est un ERP Cegid, mais ça aurait pu être un ERP, pourquoi pas d'un autre éditeur. En tout cas, des applications natives de l'ERP, c'est celles qui sont en bleu foncé. On va retrouver aussi la possibilité de venir plugger des applications partenaires, où là, on retrouve finalement un peu l'équivalent de nos connecteurs dédiés du modèle modulaire, puisque l'approche composable n'interdit pas à l'éditeur de prévoir des connecteurs standards avec un certain nombre d'applications du marché. Mais surtout, la partie centrale en rouge, c'est ce qui décrit finalement l'architecture très ouverte de ces nouvelles générations de RP, qui vont leur permettre finalement par des API qui sont personnalisables, de s'ouvrir à toutes les applications ou toutes les sources de données externes qu'on va rencontrer chez les clients et que l'éditeur ne connaît pas à l'avance. Donc on fait reposer ça sur une logique d'architecture où 100% de l'ERP, 100% du périmètre de l'ERP, des données de l'ERP, sont accessibles par des API personnalisables. Donc à partir de là, on a le champ des possibles qui est complètement ouvert et on va être capable de délivrer, pour ainsi dire, un ERP à la carte en fonction de chaque client. Donc ça, c'est assez structurant et comme différenciation. Et c'est bien de ça dont il est question aujourd'hui, d'une nouvelle génération d'ERP qui est extrêmement ouverte. Alors concrètement, ça se traduit chez Cegid par une offre aujourd'hui qui s'appelle Cegid XRP Flex, qui est le nouvel ERP Cloud que nous avons lancé sur le marché français depuis à peu près 1 an et qui finalement permet d'expérimenter la liberté d'une nouvelle génération d'ERP composable, comme je viens de le dire. Donc ça se décline finalement sur 3 niveaux. Le premier, c'est que c'est une solution qui va permettre de décupler et d'enrichir toutes les collaborations possibles avec beaucoup de flexibilité. Donc on est sur une solution qui est extrêmement collaborative et qui va permettre de délivrer une expérience utilisateur qui est vraiment spécifique en fonction de chaque métier des utilisateurs qu'on va être susceptible de connecter à cette ERP. Et surtout, comme cette solution elle est très collaborative, elle est aussi très ouverte avec tout type d'utilisateurs de la solution et on ne se restreint pas aux collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va être capable de connecter des partenaires de l'entreprise, ça peut être des clients, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des prestataires, et on va leur donner un accès spécifique à l'ERP pour faciliter les interactions avec les collaborateurs avec lesquels ils sont en interaction dans l'écosystème de l'entreprise. Ça, c'est le premier levier. Le second, c'est la rapidité d'adaptation. C'est-à-dire que comme on est sur une solution qui est extrêmement ouverte, on va être capable, beaucoup plus simplement que ce qu'on pouvait le faire auparavant sur des anciennes générations d'ERP, d'intégrer des solutions externes. Et même, je dirais que c'est dans le postulat de base de ce type de solution, c'est de considérer que l'éditeur qui produit cet ERP,
il ne connaît pas toutes les applications métiers qui sont nécessaires en fonction des secteurs d'activité. Donc, on va privilégier l'intégration de solutions externes par des API plutôt que d'imposer un modèle qui est nôtre et qui n'est peut-être pas celui qui sied particulièrement à une activité ou à une autre. Donc, on est sur cette ouverture et on a cette capacité d'agir vite pour gérer ces intégrations par des API notamment. Et enfin, la liberté d'évolution, puisqu'on est sur une plateforme de gestion qui est donc extrêmement ouverte, qui affranchit vraiment le client final des contraintes techniques historiques qu'on avait autour des ERP, de la rigidité dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ça va leur permettre de s'adapter rapidement et finalement de se réinventer facilement, de pouvoir se réajuster en fonction des opportunités qu'il peut y avoir sur le marché sur lequel ils évoluent ou par rapport à des révolutions technologiques qui vont faire qu'à un moment donné, on va complètement revoir certains processus opérationnels parce qu'aujourd'hui, la demande, elle nous amène vers ce genre de mode de fonctionnement. Donc voilà les trois belles promesses, on va dire, de cette solution XAP Flex et elles sont bien sûr ici un peu résumées, mais ça permet quand même d'avoir une idée de la différenciation qu'on peut proposer avec cette solution sur le marché aujourd'hui. Alors concrètement, si on devait représenter la plateforme CJXAP Flex, ça donnerait ça. Alors je vais vous la commenter un peu parce que présenter comme ça, c'est un peu abrupt. Mais vous allez voir, c'est finalement assez simple de décrypter tout ça. On va commencer par le bas, avec l'architecture. On est sur une solution qui est nativement conçue pour être opérée dans le cloud. Donc c'est une architecture 100% SaaS, 100% cloud. Ça repose sur ce qui se fait de mieux en termes de technologie Microsoft aujourd'hui. Donc bien sûr la plateforme Azure, bien sûr le référentiel SQL Server Azure qui va avec, et puis ensuite toutes les technologies, tous les langages de développement que recommande Microsoft aujourd'hui pour opérer sur cette plateforme. Donc C#, ASP.NET, le framework.NET, je vous les passe pas tous en détail. Une fois qu'on a parlé de ce socle, cette architecture technique, on va retrouver juste au-dessus, sur la couche intermédiaire, la logique de plateforme. Donc là, on est sur finalement l'ADN de cette ERP et qui va se caractériser par ces différents items que sont la GED, le framework mobile, etc. et qui finalement constituent finalement les caractéristiques qu'on va retrouver quel que soit le module fonctionnel qui sera activé par le client, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on va être sur une approche composable et on va exposer un certain nombre de fonctionnels disponibles, mais le client va les activer en fonction de ses besoins, en fonction de sa maturité de gestion, etc. Donc, quoi qu'il en soit, quels que soient les modules fonctionnels que ce client va activer, il sait qu'il va pouvoir capitaliser sur des capacités de jet, sur de la mobilité sur smartphone ou tablette, de la capacité de gérer des workflows, d'interagir par API, je l'ai déjà dit, etc. Je ne vais pas vous les citer tous. Mais ça, c'est vraiment l'ADN de la solution. Et puis, sur la couche supérieure, on va retrouver finalement le périmètre fonctionnel qu'on va chercher à adresser. Et là encore, on va retrouver nos différentes typologies de briques avec celles qui sont au centre, en bleu, les briques fonctionnelles natives de l'ERP, c'est-à-dire les modules métiers qui sont proposés en standard. Et le client va décider d'activer ou pas le CRM, la gestion comptable financière, la gestion commerciale, etc. Ou il en prend une partie seulement. Voilà. Et sur la gauche, ensuite, vous allez retrouver les solutions partenaires qui vont être référencées par Cegid et qui disposent d'un connecteur standard déjà établi. Alors là, on en a cité quelques-uns, Power BI, Plugin Outlook, la démat de facture avec notre partenaire Esker, le reporting sous Excel avec notre partenaire Velixo, la communication bancaire avec un troisième partenaire Exalog, et puis je pourrais en citer d'autres. Donc là, on a la partie écosystème qui est déjà référencée. Et puis, il y a la partie droite, où là, on va retrouver finalement ce que nous, Cegid, on ne connaît pas par anticipation et qui va être présent chez chaque client. Ça peut être une application métier A, ça peut être le fait d'aller capter une source de données supplémentaire qui est hébergée chez le client ou hébergée dans le cloud. Et donc, toutes ces informations-là, on va venir les agréger, toujours par des API, avec le reste de l'ERP pour finalement constituer un ensemble unique et cohérent. Donc voilà la logique de cette architecture, j'espère que c'est assez clair, et ça permet de voir un peu le champ des possibles, là aussi, en termes de composition de l'ERP pour une entreprise. Alors justement, si je ne dis pas de bêtises, normalement, je vous ai donné 2 exemples derrière. Voilà, là, j'ai le premier exemple avec une petite PME. Prenons l'exemple d'une petite PME d'une trentaine, une quarantaine de collaborateurs. Elle, ses besoins, ils sont peut-être assez resserrés en termes de couverture fonctionnelle parce qu'elle a besoin avant tout de traiter l'essentiel. Donc son essentiel à elle, c'est peut-être déjà d'avoir une bonne gestion comptable et financière assortie d'une solution de gestion commerciale
qui va lui permettre de gérer à la fois ses problématiques d'achat, de stockage et de vente. Et au-delà de ça, eh bien, elle va peut-être venir chercher, c'est une brique bleu foncé, quelques modules fonctionnels auprès de solutions partenaires dans notre écosystème, donc par exemple le reporting Excel, la communication bancaire, le traitement dématérialisé des factures entrantes. Et pour finir, elle va venir accrocher un besoin qui lui est spécifique, c'est la tuile rouge, qui est le lien avec son site marchand. Donc ça va être sa composition de son ERP à elle, à cette entreprise. C'est un exemple, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça permet de voir un peu le type d'assemblage qui pourrait être fait par une petite PME. Et si par contre je vais un peu sur un autre profil de structure, une PME un peu plus importante, peut-être de 80 ou 120 collaborateurs, là je vais avoir peut-être des besoins beaucoup plus affirmés, beaucoup plus matures, et donc je vais composer une offre plus riche en termes de modules fonctionnels. Donc, par exemple, l'association de la gestion comptable et financière, mais aussi du CRM ou de la gestion d'affaires en imaginant que cette entreprise elle fait aussi une partie de son activité autour de services. Et puis là encore, on va aller composer cette ERP avec un certain nombre de modules qui sont référencés dans notre écosystème, donc la démat des factures, la gestion des interventions pour les services avec notre partenaire Praxedo, la communication bancaire, le reporting, etc. Je ne vais pas vous les citer tous. Et là encore en rouge, on pourrait avoir, c'est un exemple, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais d'autres modules activés qui sont non pas des modules internes de l'ERP, mais des applications métiers qui étaient déjà présentes dans l'entreprise et que l'entreprise veut conserver au-delà de ce nouvel ERP qui arrive. Donc ça peut être le lien avec son site marchand, ça peut être un lien avec une application de gestion de son catalogue ou encore le lien avec une autre application qui va lui permettre de gérer ses problématiques de logistique et d'entrepôt, ce qu'on appelle un WMS. Donc voilà, ça c'est une autre composition, c'est un exemple. Et ça permet là aussi de juste d'illustrer le propos autour d'une approche composable de l'ERP. Je regarde les questions parce que je vois qu'il y a une question. Alors, je vais la prendre et je vais vous la lire. On est encore dans les temps, je pense. Donc, la question de Vincent, c'est: bonjour, où en est le déploiement chez les cabinets comptables pour la comptabilité de leurs clients? Combien de cabinets ont déjà migré vers cette solution? Alors, je vais répondre à cette question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution de Cégide, elle est avant tout destinée aux entreprises. C'est pas une solution qui est tournée, verticalisée pour les besoins des cabinets comptables. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément de recul sur des cabinets comptables qui auraient choisi cette solution pour leurs propres besoins, parce que en général, l'approche que nous avons chez Cégide, c'est plutôt de privilégier des solutions totalement verticalisé pour les besoins des experts comptables. Et donc, ce n'est pas cette solution. Cette solution, c'est plutôt une solution pour des entreprises avec une approche plus générique de la couverture du besoin de la solution de gestion. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de retour d'expérience que je pourrais donner par rapport à des cabinets qui auraient migré vers cette solution. En revanche, ce que je peux dire, c'est que la particularité qu'on a sur cette solution, c'est aussi dans le modèle économique qu'on a souhaité mettre en œuvre. Et donc, contrairement à la grande majorité, je ne peux pas dire tous les ERP aujourd'hui qui sont vendus sur le marché, où on a un modèle économique qui est basé sur le nombre d'utilisateurs que l'on va connecter à l'ERP, ici, ce n'est pas le cas. Et donc, on va avoir un modèle économique qui est autre et qui est lié notamment à l'usage qu'on va faire de la solution, quels sont les modules fonctionnels qu'on active et quels sont notamment les enjeux de volumétrie et de complexité que l'entreprise a à manager. En revanche, les utilisateurs ne sont pas une métrique en tant que telle, ce qui veut dire que par défaut, quand on vend cet ERP, il est vendu dans une logique de ERP en utilisateur illimité. Ça change fondamentalement la donne. Et je reviens sur mes experts comptables, du coup, parce que mais ils nous envoient où? Parce que du coup, ça veut dire que une entreprise qui aujourd'hui s'équipe de cette solution, si son expert comptable a besoin de se connecter à la solution pour notamment aller travailler sur la partie gestion comptable et financière par rapport à l'exercice de sa propre mission en tant que cabinet d'expertise comptable, eh bien pour l'entreprise, ça ne lui coûte pas 1 € de plus que d'ouvrir un accès supplémentaire à l'expert comptable et comme ça, il accède directement à la comptabilité chez son client en accédant à l'ERP par le web. Donc, vous voyez, il y a quand même une vertu non négligeable, c'est le modèle économique qui permet de favoriser la collaboration de l'expert comptable avec les entreprises qui sont équipées de cette solution. En revanche, ce n'est pas une solution qui est dédiée pour les experts comptables et pour équiper les cabinets. J'espère que ma nuance, elle est claire et intelligible. Alors ensuite, qu'en est-il de la stabilité de la solution avec des paramétrages très changeants d'un client à l'autre? Alors en l'occurrence, aujourd'hui, on s'appuie sur une plateforme
qui est donc très ouverte et qui permet par des API donc d'aller plugger des applications tierces. Et je dirais qu'il n'y a pas d'enjeu particulier sur la stabilité par rapport à ça, si ce n'est que, évidemment, quand on fait les connecteurs, il faut être vigilant sur la manière dont on va faire interférer les applications et comment on va les faire interagir. Voilà, c'est juste ça, mais il n'y a pas de sujet particulier. Après, il y a des guidelines sur la manière d'implémenter les API. Il faut les respecter, mais il n'y a pas de problématique particulière. J'insiste encore sur le fait qu'on est ici sur une solution qui a été dès l'origine conçue pour être opérée dans le cloud, et du coup, c'est par ce biais-là qu'on a une architecture qui est 100% ouverte par API et qui permet justement de manager ces échanges. Alors que souvent sur le marché, aujourd'hui, on retrouve parfois des solutions ERP qu'on appelle des solutions legacy, c'est-à-dire qui sont des solutions historiques qui avaient été conçues sur des architectures à l'origine prévues pour des modèles de déploiement on-premise. Et ces solutions-là, beaucoup d'éditeurs les ont ensuite hostées dans le SaaS, dans le cloud, pour les rendre opérables en mode, entre guillemets, on-demand. Mais la difficulté qu'on rencontre sur ces générations de solutions ERP, c'est qu'elles n'ont pas été conçues dès l'origine pour faire ce genre de manipulation. Et donc souvent, on se retrouve avec des contraintes de performance, de stabilité, qui sont liées directement à leur architecture d'origine. Là, on n'est pas sur ce problème-là, et donc on a cette vraie capacité native de manager des flux par des API. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Je vais peut-être continuer mon propos et on verra s'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, parce que sinon je ne voudrais pas déborder par rapport au timing qui est prévu. Mais on reviendra sur les questions tout à l'heure. Donc je continue et on va s'intéresser maintenant au partenariat entre Malte et Cegid. Donc ici, l'idée, c'est de bien vous permettre de cerner pourquoi on a construit ce partenariat avec Malte, et en particulier parce qu'on a aujourd'hui de vraies convictions, moi le premier, sur le fait que ce partenariat, il apporte une réponse concrète à la fois une demande qui est celle de nos partenaires qui intègrent la solution Cegid XRP Flex auprès de leurs clients finaux, et une offre qui est votre expertise, vous les freelances. Et on va voir qu'à un moment donné, les deux choses, on a capacité là de les réconcilier grâce à ce partenariat. Alors on va revenir un peu sur la genèse de ce partenariat et les enjeux en fait auxquels sont confrontés nos partenaires. En deux mots, déjà, ce que je peux dire, c'est que Cegid XRP Flex, c'est une solution que Cegid a mis sur le marché il y a un an et qui a vocation à être exclusivement distribuée en indirect, c'est-à-dire distribuée par des revendeurs, des distributeurs, des intégrateurs qui accompagnent le client final dans la mise en place de cette ERP. Alors pourquoi on a choisi ce modèle et pas adresser en direct les entreprises? Parce que on a une solution qui a un positionnement marché qui est assez large, c'est-à-dire qu'il va être capable à la fois de répondre à des besoins de PME, de petites PME de 20, 30, 40 collaborateurs, mais qui sont dans une dynamique de croissance et qui ont envie de surfer sur les avantages qu'offre le digital aujourd'hui et le cloud. Et puis, on va être capable aussi d'aller servir des entreprises un peu plus structurées. Donc, tout à l'heure, dans mon exemple de mes deux compositions, j'avais à la fois la petite PME, puis une entreprise, une belle PME, on va dire, qui commençait déjà à avoir atteint une taille critique. Donc, ça veut dire qu'on va être capable d'aller chercher des entreprises qui vont faire plusieurs centaines de collaborateurs. Donc là, on est déjà sur des petites ETI, des grosses PME. Donc, vous voyez, le marché à adresser avec cette solution, il est large. Et donc, pour ces gîtes, c'est compliqué d'adresser un marché aussi large en direct. Donc le mieux, le plus efficace, c'est de s'appuyer sur un réseau de distribution qui est capable d'avoir un adressage et un maillage sur le marché qui est beaucoup plus large. Ça, c'est pour expliquer notre modèle avec des partenaires. Maintenant, ces partenaires, on travaille avec eux depuis déjà un certain nombre d'années, on connaît un peu d'où ils viennent, et leur histoire à eux, elle s'est créée au début avec des solutions d'ancienne génération. Les fameuses solutions que j'ai qualifiées tout à l'heure de solutions on-premise qu'on déploie chez le client avec un serveur, avec des postes clients, etc. Et donc, ces partenaires-là, ils ont construit leur savoir-faire, leur expertise sur ces anciennes technologies. Et aujourd'hui, ils sont un peu à la croisée des chemins, eux aussi, parce qu'ils voient arriver ces nouvelles générations de solutions nativement conçues dans le cloud, très ouvertes, et qui requièrent des nouvelles typologies de compétences. Capable d'intégrer des datas externes via des flux dans le web avec des API pour capter des datas qui sont managées par des objets connectés, être capable d'aller connecter une application tierce qui est dans le cloud,
être capable voilà, de modéliser des scénarios de workflow avec des acteurs qui sont déportés. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être assez nouveaux par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant. Et donc, je pense qu'à ce stade-là, ça peut être très intéressant pour eux d'aller chercher des nouvelles typologies de compétences que vous incarnez. Et le champ des possibles de ces ERP nouvelle génération étant extrêmement large, on sait par avance que nos partenaires, ben, ils n'ont pas toutes les compétences requises pour accompagner le client sur toute la largeur de ce que peut adresser ce type de solution. Donc voilà déjà comment on pose le tableau. Et à côté de ça, vous, les freelances, vous avez un certain nombre de compétences, vous avez des expertises variées en fonction des profils. Vous en avez certains qui sont très, très pointus, très calés sur des aspects techniques, sur les API, sur des langages de développement. D'autres qui sont des experts sur la partie BI, reporting. D'autres qui ont une expertise métier sur le CRM pour l'un, sur la finance pour l'autre, sur la gestion des stocks pour un troisième, etc. Et l'addition de ces compétences, si elle peut être mise à profit des partenaires, ben ça peut être extrêmement intéressant. Intéressant pour vous pour valoriser vos expertises et faire de nouvelles missions. Intéressant pour nos partenaires parce que eux derrière, ils vont être capables d'aller chercher la bonne compétence, la bonne ressource en fonction des projets qu'ils auront à adresser. Et on voit que les clients ils peuvent exprimer des besoins très différents. Donc, j'ai décrit ici finalement les deux grandes familles d'expertises qui vont nous intéresser. Il y a des expertises fonctionnelles, je les ai recensées un peu simplement et basiquement là avec finance, gestion commerciale, gestion d'affaires, CRM, GPAO, logistique. Et puis il y a des expertises techniques où on va parler d'un développeur.net, on va parler de spécialistes d'implémentation d'API, de spécialistes du reporting de la BI, de spécialistes de management d'import-export de data, de workflow, etc. Je ne vais pas vous citer tous. Et sur chacune de ces expertises, en fait, on a, nous, conçu des parcours certifiants qui permettent d'obtenir ensuite une certification qui atteste finalement de la compétence par rapport à notre offre CGX Flex de tel ou tel consultant freelance. Et à partir du moment où on a fait ça, et ben derrière, on peut très simplement mettre en relation ces compétences depuis la plateforme Malte vers notre écosystème, nous, de distributeurs. Donc voilà un peu la logique qui est proposée ici. C'est à un moment donné de faire rejoindre un besoin, celui des partenaires Cegid, avec des expertises, pas une expertise, des expertises qui est détenue par cette communauté de freelance et qui, en se formant et en se faisant certifier sur nos programmes, eh bien, obtient du coup cette capacité à se rendre éligible et visible avec le label CJXRP Flex sur la plateforme Malte auprès de ces revendeurs distributeurs. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vais jeter un œil sur les questions, voir si il y a des nouvelles questions. Alors, CJXRP Flex est donc 100% compatible logiciel Sage et le portail Chorus Pro facturation publique. Alors, en l'occurrence, CJXRP Flex, comme je l'ai dit, il est potentiellement compatible avec l'application qu'on veut. Et donc, créer un lien avec le portail Chorus pour notamment les entreprises qui ont une activité qui concerne les collectivités territoriales, évidemment que c'est envisageable. Et puis, s'il y a une solution Sage qui est utilisée, la faire coexister et la faire dialoguer avec Flex, c'est aussi envisageable, bien évidemment, même si, en général, Sage est un peu la solution concurrente, mais on n'interdit pas de faire échanger les applications entre elles. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle je n'ai pas répondu? Comment devient-on consultant freelance Cegid? Y a-t-il un accompagnement particulier proposé par Cegid? Donc c'est Daniel qui nous pose cette question. Donc oui, je vais y venir justement, ça fera partie des autres choses que je vais vous présenter maintenant. Mais effectivement, il y a un programme qui est prévu spécifiquement pour les freelances pour acquérir les compétences autour de la solution CJXRP Flex et justement vous permettre d'avoir ensuite ce label CJXRP Flex au niveau de la plateforme Malte et de vous rendre visible et accessible auprès des partenaires. Alors, on a Émeric qui pose une autre question qui est le temps de formation et l'investissement en temps et argent qu'il faut prévoir. Eh bien, je vous renvoie là aussi, cher Émeric, à la suite de ma présentation où je vais vous présenter tout ça. Mais c'est prévu effectivement que j'aborde ce point. Et c'est tout à fait accessible, vous allez voir. Et ben, ensuite, j'ai Olivier qui demande comment se passe le parcours certifiant, combien ça coûte. C'est un petit peu la question d'Émeric formulée différemment. Donc, patience, j'y viens immédiatement, si vous êtes d'accord.
Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Je vois qu'il y a de la demande. Donc, ça tombe bien, c'est le titre de mon chapitre, un dispositif spécifique pour les freelances, et on y va de ce pas. Donc, on va regarder comment on a conceptualisé les choses au sein de Cegid pour vous permettre d'accéder à ce programme. L'idée, c'est qu'on a articulé ça autour d'un programme qui repose sur 3 grandes familles de compétences. On les voit ici, c'est ces 3 packages, hein. Fonctionnel et métier d'une part, fonctionnel, métier et technique. On verra on a un parcours qui concerne plutôt des technico-fonctionnels, et enfin technique et développeur. L'approche ici, elle est par expertise, comme vous avez pu le comprendre. Elle permet d'accéder à la version. On va vous donner la capacité de l'installer localement pour pouvoir notamment jouer avec, faire des essais, notamment pour ceux qui sont sur la technique et qui veulent faire des POC et essayer certaines implémentations. Et puis surtout, on verra qu'on a l'accès à une communauté. Vous avez accès à des contenus digitaux. Il y a toute une plateforme de e-learning, hein, qui est prévue à cet effet pour vous amener à compétences. Et derrière, au-delà des contenus digitaux, vous verrez que il y a aussi des webinars qui sont prévus. Il y a une animation finalement de cette communauté des consultants sur la solution CJ Flex. Et on verra aussi qu'il y a un certain nombre de contenus qui vous sont accessibles avec des FAQ, etc. Donc tout ça s'articule donc autour de parcours qui sont des packages qui sont ciblés en fonction des profils, qui sont souples et évolutifs. Et donc derrière, ça vous permet après de vous rendre visible sur cette plateforme Malte pour nos partenaires. Concrètement, on va zoomer sur les 3 grandes familles de parcours. On va commencer par les parcours fonctionnels et métiers. En fait, ces parcours-là, on les a déclinés à 2 niveaux. Il y a un premier parcours qui est le socle, que je qualifierais ainsi, qui est ce qu'on appelle le parcours initial. C'est celui qui va vous permettre d'accéder aux fondamentaux de l'offre sur les principaux modules métiers et fonctionnels que sont la finance, la distribution. Alors, distribution, c'est ce qu'on appelle la gestion commerciale aussi. Et enfin, également le module de gestion d'affaires et le module CRM. Sur chacun de ces modules, qui sont les principaux modules, hein, de cet ERP, vous avez 60 heures de contenu, des contenus digitaux sur une plateforme donc de digital learning, et vous allez pouvoir acquérir les fondamentaux de cette offre ERP. Vous allez aussi pouvoir accéder à une communauté, comme je l'ai dit. Vous allez pouvoir faire de la mise en pratique et aussi accéder à des experts métiers, Cegid, qui seront vos interlocuteurs privilégiés quand vous avez des questions, etc. Et en plus, dans le programme, on a inclus 2 jours de bootcamp qui sont des sessions de travail et d'échange avec des cas pratiques, là aussi avec des experts et avec d'autres de vos pairs, qui viennent consolider tout l'apprentissage digital que vous aurez suivi sur la plateforme e-learning. Donc, on n'a pas que du e-learning. Alors, c'est vrai que dans le contexte actuel, avec la crise sanitaire, on a un peu transformé nos bootcamps, qui étaient jusqu'ici présentiels, en des bootcamps digitaux, mais pour des raisons que vous imaginez bien. Maintenant, j'espère que tout ça sera bientôt derrière nous et qu'on pourra refaire des bootcamps en physique. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, les bootcamps font partie du dispositif et vous y avez accès et ça consolide vraiment les acquis. Ça, c'est le premier parcours initial sur la dimension fonctionnelle et métier. Ensuite, il y a la deuxième couche, entre guillemets, sur la partie fonctionnelle et métier, c'est le parcours Advance, où là, on va retrouver nos modules majeurs, mais on va aller plus loin, on va aller dans, je dirais, un perfectionnement des acquis, et on va aller vraiment sur les fonctionnalités de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus aboutie. Donc ça nous fait encore 40 heures de contenu supplémentaire. On a encore un bootcamp de 2 jours supplémentaires pour des nouveaux cas pratiques, et on va encore plus loin. Et on va permettre ainsi d'avoir une expertise encore plus forte sur ces contenus advanced. Donc 60 heures sur le premier initial, c'est le temps estimé pour consommer les contenus des parcours digitaux, et 40 heures sur l'advanced, c'est l'ensemble des contenus digitaux, le temps estimé à passer pour acquérir tous les contenus qui sont proposés dans le parcours advanced, sans parler bien sûr après des bootcamps 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Voilà, là, vous avez une vision globale. Évidemment que si vous avez des questions plus précises plus tard sur ces contenus, on aura l'occasion de pouvoir en échanger plus tranquillement en aparté. Je continue toujours avec les programmes et on va zoomer maintenant sur le parcours technique. Alors, le parcours technique, comme je le disais tout à l'heure, il cible des profils qui sont un peu
à cheval entre le technique et le fonctionnel. C'est un peu vraiment les profils technico-fonctionnels, c'est-à-dire des gens qui ont quand même une expertise métier, mais qui ont quand même un bon vernis technique aussi, puisque idéalement, il faut qu'on ait face à nous des profils qui savent manager des requêtes SQL typiquement. Voilà. Et à ces profils-là, on va offrir un contenu là aussi de 50 heures qui va leur permettre de bien gérer toutes les transactions de données qu'on peut être amené à avoir à gérer avec l'ERP, tout ce qui consiste à importer des choses, à exporter des choses, les reporting, les generic inquiries qui sont la capacité à générer des requêtes pour sortir ensuite des reports, et toutes les personnalisations sans code qui sont possibles au niveau de l'ERP. Parce qu'il y a pas mal de personnalisations sans code qui sont accessibles donc à des populations qui sont non développeurs. Donc ça, c'est intéressant parce que ça offre quand même déjà un premier levier de personnalisation au niveau de cette ERP. Donc là encore, c'est un contenu, 50 heures, je l'ai dit, 2 jours de bootcamp complémentaires pour faire des cas pratiques. Et ça permet là aussi d'enrichir le champ des possibles pour un freelance qui aurait cette double compétence technico-fonctionnelle. Et on va terminer avec le dernier parcours, qui est le parcours développeur, où là, on s'adresse vraiment à des populations purement techniques. On est encore une fois sur un contenu riche, de 50 heures de contenu. Et l'objectif ici, c'est d'accompagner des populations techniques dans la capacité à s'approprier la technologie CJDXAP Flex pour être capable de faire deux choses. La première, c'est être capable de faire de la personnalisation avec code, puisque cet ERP Cloud, il a cet avantage de permettre de gérer de la personnalisation pour chaque client dans l'absolu. Donc, vous pouvez avoir parfois un client qui va vous dire, mais moi, j'ai besoin d'un comportement applicatif particulier dans la façon de gérer mes stocks, par exemple. Et donc, on va être capable, avec du code, de changer le mode de fonctionnement standard de l'application. Donc, faire ce genre de choses, ça implique être capable, avec du code .NET, de changer un certain nombre de choses dans la façon dont l'application se comporte. Bon, pour le faire, il faut quand même acquérir un certain nombre de connaissances sur cette plateforme et comment on rajoute du code, comment on empile du code pour changer le comportement applicatif. Ça, c'est le premier levier. Et le second, il concerne la dimension d'ouverture de cette plateforme CJDXAP Flex, et ça repose sur cette architecture 100% accessible en API. Et donc, on va vous donner toutes les clés dans ce programme pour implémenter des API et mettre en place bien des scénarios d'échange de flux entre cette application et une application tierce. Et là encore, on va vous expliquer comment implémenter ces API. Donc voilà le parcours développeur. Alors, je vais regarder un petit peu les questions qui sont posées. Alors, Emeric, qui est encore très prolifique, alors je vais prendre une de ces deux questions. Alors, pourquoi XRP Flex plutôt qu'une des nombreuses autres solutions SaaS naissantes sur le marché, approche ERP, facturation comptable, bancaire? J'ai du mal à saisir la question, mais je vais essayer d'y répondre malgré tout. Alors, aujourd'hui, la différence qu'il va y avoir peut-être par rapport à ce que propose CJXAP Flex, par rapport à des solutions émergentes qu'on voit apparaître sur le marché, des solutions SaaS, c'est qu'on a, nous, la chance de pouvoir capitaliser sur à la fois une technologie qui est très disruptive, qui est ce socle CJDXAP Flex, cette technologie CJDXAP Flex, et en même temps, contrairement à beaucoup de pure players qu'on voit émerger, on a aussi toute l'histoire de Cegid, toute cette expertise accumulée, parce que Cegid n'est pas un acteur qui est arrivé sur le marché français il y a 15 jours. On a une expérience de plus de 20 ans sur le marché de solutions de gestion en France. Et donc, quand on fait finalement rejoindre cette connaissance métier et aussi des enjeux légaux et réglementaires que l'on a sur le marché français, qui sont souvent des enjeux assez complexes et contraignants pour les entreprises, et qu'on peut faire rejoindre ça avec ces nouvelles capacités techniques, ben, ça nous met dans une position assez intéressante sur le marché par rapport à des nouveaux arrivants, des nouveaux entrants qui souvent ont voilà, une nouvelle technologie à proposer, mais pas forcément une très bonne connaissance du marché, des problématiques clients que nous avons, je pense, chez Cegid depuis les nombreuses années avec lesquelles on travaille avec un certain nombre de clients
sur ce marché des entreprises françaises. Donc voilà ce que je pourrais donner comme réponse rapide à Émeric. Ensuite, j'ai Ibrahima qui me dit si on a travaillé sur l'ERP cloud d'Oracle, est-on pertinent pour évoluer sur Cegid XRP Flex? Alors, je ne sais pas si vous parlez peut-être de la solution Oracle NetSuite, parce que pour moi, ERP Cloud d'Oracle, je pense plus spontanément à une solution comme Oracle NetSuite, qui est effectivement une solution qui est similaire en termes de maturité technologique à la solution CJDXRP Flex. Donc, on va dire que c'est un bon préalable si vous avez travaillé sur une solution comme NetSuite, parce que vous allez retrouver des concepts qui sont assez similaires sur CJDXRP Flex. La différence fondamentale qu'il va y avoir entre Oracle et Cegid, c'est que dans un cas, Oracle est un éditeur purement américain qui essaye de pénétrer le marché français, et donc on peut éventuellement s'interroger sur la localisation de leur solution par rapport aux besoins français, alors que Cegid, lui, est un acteur français qui connaît parfaitement les rouages de nos législations locales. Voilà. Donc il y aura sans doute une dimension native sur le légal qui sera peut-être plus marquée sur Cegid que sur Oracle NetSuite. Mais sinon, on est sur des technologies qui sont comparables, je dirais. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, je continue plus loin. Je vais quand même parler tarifs parce que c'est un point important pour vous, pour pouvoir vous projeter. Donc, sur les différents parcours que j'ai présentés, on a composé des packs qui sont plutôt en cohérence par rapport à des profils qu'on pourrait imaginer qui seraient intéressés. Donc, quand on est face à un profil métier, on va dire que le premier pack, c'est celui qui nous paraît le plus évident, c'est celui qui combine les parcours métiers initial et advance. Donc, ça fait au total une centaine d'heures de contenu et 4 jours de bootcamp. On a deux types d'engagements possibles. Soit vous êtes sur un engagement de 12 mois, soit vous êtes sur un engagement de 36 mois. En fonction de l'engagement que vous prenez, vous allez avoir un montant mensuel qui va être différencié, donc 200 ou 150 euros. L'idée, quoi qu'il arrive, quel que soit le programme, je vais revenir ensuite sur les autres packs, c'est que on accompagne aussi le démarrage. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, ils sont complètement gratuits. Donc, on vous fait payer rien pendant 3 mois. Et ensuite, selon l'engagement, bah, vous allez payer pendant 12 mois 200 euros si vous avez pris le premier pack, ou pendant 36 mois 150 euros si vous avez pris le premier pack, mais sur 36 mois. Et donc, l'idée, c'est que par un loyer mensuel qui reste raisonnable, eh bien, on a amorcé votre apprentissage des compétences requises pendant les 3 premiers mois pour vous permettre de prester à partir du 4e mois, et que finalement la charge que Cegid vous demande pour accéder aux contenus digitaux et maintenir à niveau aussi vos compétences, puisque cette offre, elle s'enrichit. Tous les semestres, il y a une nouvelle release, il y a des nouveautés fonctionnelles à acquérir. Et donc, vous êtes dans un programme où votre apprentissage, il est continu. Et au gré des évolutions, vous avez des nouveaux contenus qui vous permettent d'être toujours à niveau. Ces charges-là, de 100 ou 150 euros, eh bien, elles sont normalement amorties par les prestations que vous réalisez. Et le but, c'est de ne pas vous faire supporter une charge à pure perte. Donc voilà la logique de l'abonnement qui est proposé. Et ensuite, on retrouve les autres packs. Le pack 2 qui est plutôt ciblé pour des profils technico-fonctionnels, où on va retrouver le vernis fonctionnel avec la partie métier initiale et advance, et la partie technique. Et enfin, le pack 3 qui est plutôt pour des populations purement techniques, plutôt développeurs, où on va avoir l'assemblage des parcours techniques et développeurs. Et à chaque fois, donc, on retrouve les montants proposés en fonction des durées d'engagement, et avec toujours cette logique donc de ramp-up gratuit pendant 3 mois pour vous permettre bien de développer ses compétences gratuitement au départ, et ensuite de compenser le loyer de souscription par des premières prestations rémunérées auprès de nos partenaires. Et donc une adresse mail, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, elle est mentionnée, freelance@cegid.com, et n'hésitez pas à envoyer un email sur cette adresse si vous voulez avoir de plus amples informations. Alors, je vais voir les questions qui sont proposées. Alors, Olivier nous demande quel est le TJM pour les profils techniques et pour les développeurs.
Là, je dirais que c'est une histoire d'offre et de demande. C'est-à-dire que je peux pas, moi, dire ça va être 400, ça va être 300, ça va être 500. Ça dépend de votre expertise, de votre valeur ajoutée, des prix qui se pratiquent sur le marché. Je pense que vous êtes peut-être même mieux placé que moi par rapport à vos pratiques actuelles sur la plateforme Malte pour dire je valorise ma journée à 500, 800, 1000, 300. Je sais pas. Là, c'est vous qui maîtrisez le mieux, je pense, cette dimension d'offre et de demande. Nous, on n'interfère pas là-dessus et on pense que c'est vous qui êtes les mieux armés pour défendre votre valeur et la qualité de votre prestation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Je vais continuer. Hop. Voilà, on va terminer avec une synthèse. Je regarde le chrono, on est pas mal hein, pour l'instant au niveau du timing. En synthèse, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'on est ici donc sur un dispositif qui est assez innovant, assez unique, dans le sens où c'est un programme qui, me semble-t-il, est unique sur le marché aujourd'hui pour vous proposer de disposer de l'appui d'un éditeur qui est leader sur son marché. Parce que Cegid, quand même, accessoirement, on n'est pas un acteur qui est complètement inconnu sur le marché, on a une position forte sur le marché de l'ERP. Et donc, pouvoir capitaliser sur la marque Cegid pour vous positionner sur une offre de nouvelle génération sur laquelle on fait d'ailleurs beaucoup de bruit aujourd'hui en termes de communication, c'est un levier intéressant. Deuxième aspect important par rapport à ce dispositif, c'est aussi pour vous, quelque part, la capacité de valoriser votre expertise et on vous donne un certain nombre de leviers en main pour le faire en vous appuyant, c'est le troisième point, sur un écosystème de partenaires qui est déjà actif sur cette offre et qui aujourd'hui est en demande de ce genre de compétences. Aujourd'hui, on est face à des partenaires qui ont, je dirais, des demandes en termes de ressources de consultants. Donc, souvent, ils sont un peu à l'étroit dans leurs ressources et ils sont un peu à se poser la question de est-ce que je prends le prochain projet ou est-ce que je temporise parce que j'ai pas les équipes pour. Et souvent, la seule réponse qu'ils ont à ça, c'est de dire il faut que j'embauche. Mais embaucher, ça prend un certain cycle, un certain délai. Et donc la réponse par l'embauche, c'est pas forcément une réponse qui leur offre la capacité à saisir toutes les opportunités du marché. Et puis, il y a des nouvelles compétences qu'ils n'ont pas. Mais, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais développé jusqu'ici de compétences sur l'intégration par API autour d'un système de gestion. Donc, on va avoir différents types de besoins qui vont émerger de nos partenaires et aujourd'hui on le voit par rapport au recul qu'on a depuis à peu près 1 an de mise en marché de cette solution, ils sont régulièrement confrontés à des problématiques de compétences qu'ils n'ont pas. Et donc là, vous êtes sans doute le chaînon manquant qui leur fait défaut aujourd'hui pour être en capacité de saisir toutes les opportunités du marché avec vous. Voilà ce que je pouvais vous dire très simplement. Donc aujourd'hui, 53% des entreprises en France sont équipées d'un ERP qui a plus de 10 ans, qui ne va pas les accompagner clairement dans la transformation digitale, dans leur transformation digitale. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à saisir ce challenge avec Cegid, avec nos partenaires, et, euh, et les aider dans cette démarche? Je pense qu'il y a quelque chose à faire en commun. Voilà. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, ce programme est-il éligible CFP? Donc, c'est le compte de formation, j'imagine, professionnel. Alors, c'est une bonne question. Je sais que c'est un programme qui est normalement éligible pour les OPCO, mais alors CFP, je n'ai pas la réponse en live. Donc, du coup, on va la garder de côté, cette réponse, et on va la faire traiter. On vous apportera une réponse a posteriori. Si vous pouviez nous faire un petit mail sur l'adresse mail que j'ai communiquée tout à l'heure, le freelance@cegid.com, ce sera encore plus simple. Et sinon, par le biais de Malte, on essaiera de se débrouiller pour que vous ayez la réponse suite à cette question. Ensuite, y a-t-il, en plus de l'offre d'accompagnement de formation, une solution d'accompagnement au lead mission? Un référencement de consultants pour les partenaires? Y a-t-il des contrats d'exclusivité proposant pour ma part mes services sur d'autres ERP? Alors, Sébastien, comment je réponds à cette question? Alors, déjà au niveau de la plateforme Malte, à partir du moment où vous avez engagé un programme de certification auprès de Cegid, vous devenez visible pour nos partenaires via le label dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qui fait que
vous allez pouvoir être repéré par nos distributeurs et ils vont pouvoir éventuellement faire appel à vos services. Ensuite, est-ce qu'il y a un référencement particulier qui met en avant tel ou tel consultant? Alors, il me semble que sur la plateforme Malte, je suis moins spécialiste que vous, mais il me semble qu'il y a des logiques de rating qui permettent d'évaluer à la fois les gens qui font appel à vos services, mais aussi réciproquement, les consultants sont évalués. Donc, je pense que c'est ce référencement un peu naturel qui va faire son œuvre et qui permettra de vous mettre en avant et de valoriser vos prestations. Après, sur les contrats d'exclusivité, alors je ne connais pas si vous avez des problématiques de- d'exclusivité qui vous empêcheraient de travailler sur notre ERP. En tout cas, nous, on n'en fait pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire, parce que vous avez pris un programme CJ dont vous vous interdit de faire des prestations sur la solution SAP, Sage ou je ne sais quoi. Donc, nous, on vous laisse complètement libre. On n'est absolument pas là pour vous pénaliser. Au contraire, on est là pour vous apporter des nouvelles opportunités. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ma paroisse. Après, si peut-être d'autres éditeurs avec lesquels vous travaillez vous apportent ces contraintes, moi, j'en ai pas l'information et de toute façon, j'ai pas à m'en mêler, dirais-je. Alors, peut-on obtenir un accès à une version de démo de la solution? Alors, il y a des démos qui sont faites par Cegid assez régulièrement, toutes les semaines à peu près. Si vous voulez avoir une overview, vous pouvez vous inscrire sur le site Cegid. Ensuite, si vous entrez dans le programme, vous allez pouvoir très facilement obtenir une solution que vous déploierez chez vous et vous pourrez jouer avec. Sinon, ce que je peux dire, est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions? Bon, au cas où, si vraiment vous vouliez avoir une version, on peut trouver des solutions. À ce moment-là, Humbert, il faudra qu'on reprenne contact. Mais c'est vrai que ça reste quand même un ERP, il faut quand même un minimum de compétences pour pouvoir, je dirais, commencer à naviguer dedans et à l'utiliser. Donc, télécharger la solution sans un minimum de guidelines, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais pourquoi pas, si vous voulez. Alors, la souscription du pack 3 nécessite de souscrire au pack 1. Non, 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 pas du tout. Voilà. Donc, pour le coup, je reprécise pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais le pack 3, c'est le pack purement technique qui contient le parcours à la fois technique et dev. Et donc, ce parcours-là, il ne nécessite pas de souscrire au pack 1, c'est-à-dire les parcours métiers. D'ailleurs, je crois de mémoire que le pack 3, dans son cursus, il intègre quelques fondamentaux du métier pour que au moins vous ayez quelques repères pour éviter que le développeur soit complètement perdu par rapport au fonctionnel qu'il traite avec le produit. Mais c'est juste un vernis pour lui permettre de comprendre de quoi il retourne. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Dans le slide vision globale de la plateforme, vous avez évoqué le concept workflow et API. Est-ce qu'il y a quelque chose, un module par exemple, de particulier proposé par CJXAP Flex pour mettre en place des workflows personnalisés chez les clients? Donc, la partie workflow, elle est abordée plutôt dans les parcours fonctionnels métiers, alors que la partie API, elle est plutôt abordée dans la partie dev, le parcours, le pack 3, partie technique. Maintenant, sur la partie workflow, est-ce que ça peut être aussi évoqué dans la partie dev? J'avoue que là, je ne sais pas si c'est un point qui est abordé également. En tout cas, par défaut, les workflows, ils sont plutôt raccrochés au parcours métier parce que souvent, ça soutient des processus opérationnels qui sont traités dans les modules métiers. Donc, quand on est par exemple sur la partie gestion commerciale, on peut avoir des workflows pour gérer les processus de réapprovisionnement et c'est donc dans ce module métier qu'on va aborder les capacités de workflow sur ce processus-là et ainsi de suite pour les autres processus. Donc, c'est plutôt fait comme ça. Cela étant dit, par des API, on peut interagir sur des workflows, donc il peut y avoir peut-être une petite dimension sur la partie technique. Qu'est-ce que j'ai pas traité? Alors, faut-il, c'est Sylvie qui pose la question, faut-il impérativement créer un profil sur Malte pour approcher les partenaires? En tout cas, c'est la recommandation qu'on fait ici, parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen de vous rendre visible et aussi de passer par un processus qui est
bien bordé entre Cegid et Malte et notre écosystème de partenaires. Donc nous, c'est notre recommandation. On pense que c'est plus vertueux parce que sinon, vous allez devoir avoir une démarche individuelle avec chaque partenaire pour vous rendre visible et vous risquez de consommer beaucoup d'énergie pour peut-être peu de résultats. Donc là, on vous offre un chemin raccourci qui vous donne une visibilité globale à cet écosystème et donc vous offre la possibilité de valoriser votre expertise plus simplement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres y a-t-il déjà des entreprises prêtes à suivre les partenaires sur Malte? Alors, des entreprises prêtes à suivre, j'ai du mal à saisir la question. Parce que pour le coup, sur Malte, on cible plutôt hem, des freelances et après nos partenaires sont des entreprises qui vont plutôt, aller chercher des freelances sur Malte. Mais des entreprises prêtes à suivre les partenaires sur Malte, je je n'en ai pas connaissance en tout cas, voilà. Mais j'ai peut-être loupé un truc, hein. Je suis pas forcément un expert de Malte. Mais il me semble que sur Malte, les entreprises cherchent des freelances et les freelances cherchent des entreprises, mais a priori les entreprises cherchent pas des entreprises, mais j'ai peut-être mal compris. Tu as Voilà. bien compris, Norbert. D'accord. Je vois Bon. qu'il y a quelques questions sur Malte. Si vous voulez, on va laisser Norbert terminer les questions qui concernent plus Cegid enfin, les ERP. Et je répondrai justement aux questions sur Malte juste après. D'accord. Donc, je vais expliquer un petit Ouais, peu ce qu'on fait et pourquoi. OK. OK. Alors j'ai Ismaël qui a posé une question, qui nous demande quel est le niveau d'adoption des PME de cette solution pour avoir une idée du dynamisme. Eh bien, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, on a lancé cette solution il y a à peu près 1 an sur le marché français et en 1 an, on a déjà, une soixantaine de clients qui nous ont rejoints, ce qui pour un ERP est loin d'être négligeable. Donc il y a une dynamique très intéressante sur un nouveau produit, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un bon écho du marché, par cette solution avec, encore une solution qui est émergente, hein, qui a encore beaucoup, à faire et à progresser, parce qu'on l'enrichit, tous les semestres comme je l'ai dit. Mais, sur les premiers mois de ce lancement, on est très, très positif et très, je dirais, convaincu de la pertinence de la démarche, parce qu'en plus aujourd'hui, je pense qu'on a la chance d'avoir une solution qui est assez unique sur le marché. Donc la dynamique est bonne et l'adoption aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, Daniel attend une petite précision. Les freelances interviennent une fois que la solution a été achetée par le client final. Comment a-t-on accès aux clients via Cegid ou intégrateur? Et est-ce que la formation Cegid permettrait d'occuper un poste de chef de projet ou AMOA chez le client ou plutôt via les intégrateurs? Bon, c'est une question à rallonge, mais j'essaie de la prendre par petits bouts. Donc, oui, les freelances vont intervenir plutôt sur sollicitation du partenaire. Donc, en général, s'il va vous solliciter, c'est que le prospect est devenu client, c'est qu'il a un projet. Je peux l'imaginer comme ça. En tout cas, je vois mal un partenaire vous solliciter sur un simple cahier des charges sur lequel il s'est positionné, parce que pour le coup, il n'est pas sûr d'avoir la vente. Donc, je pense qu'il va d'abord chercher à avoir la vente auprès du client et ensuite auprès du client final, pardon. Et ensuite, il est face à un projet pour lequel il a tout ou partie des ressources requises pour le porter. Donc, c'est là qu'il va aller chercher des freelances pour étoffer son staff et assumer le projet qu'il a promis à son client. Donc, c'est dans ce cadre-là que vous allez intervenir. Après, sur le rôle que vous allez avoir, je pense que les choses ne sont pas forcément ancré dans un modèle qui est figé. C'est-à-dire que au départ, je pense que vraisemblablement, les partenaires vont vous utiliser ce pourquoi vous êtes référencé par rapport au partenariat avec Cegid. Si vous avez à un moment donné suivi le parcours technique, il va vous consommer sur du temps et des jours sur l'implémentation d'une API ou un développement spécifique. Si vous avez une compétence métier sur la finance ou sur le CRM ou sur la gestion commerciale, il va vous utiliser en tant que consultant expert sur ce module-là ou cet autre module. Ça va être, à mon avis, le cas d'utilisation le plus traditionnel et classique que vous allez avoir. Maintenant, si
après plusieurs missions, le partenaire se rend compte que vous avez des capacités qui vont au-delà de délivrer un connecteur ou de former sur le CRM et que vous êtes capable de coordonner un projet dans sa globalité, je ne vois pas ce qui les empêcherait de vous solliciter sur cet autre type d'activité. Mais ça va passer quand même au préalable par une découverte mutuelle entre vous et le partenaire sur votre capacité à aller vers ce genre d'autres fonctions. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Mais en tout cas, c'est pas fermé. Moi, je pense que c'est vraiment après des relations humaines et votre savoir-faire, votre expertise qui va révéler qu'il y a d'autres possibilités d'aller plus loin avec le partenaire en question. Voilà comment je vois les choses. Alors ensuite, est-ce que j'ai d'autres éléments? Donc, je vous laisse, Axel, la question de Daniel hein, pour présenter Malte en quelques mots. Bien sûr. Qu'est-ce que je n'ai pas répondu? Je pense que j'ai tout répondu. Attends, je vais descendre un peu, je n'ai pas scrollé. Alors, il y a Guiden qui demande si je vais parler que de Cégide ou si je vais parler aussi de SAP. Alors, j'avoue que je vais parler que de Cégide, parce que c'est un peu ma chapelle. Mais voilà, après SAP, je ne sais pas s'ils ont une solution similaire et je ne sais pas s'ils sont dans une approche également de s'approcher des freelances. Donc, je ne parlerai pas au nom des SAP pour le coup. Par contre, de Cégide, oui, je peux. Il y avait une question. 60 heures, c'est par module ou 60 heures pour tous les modules? Donc, c'est 60 heures quand on parlait je crois que c'était sur le parcours initial qu'on avait 60 heures, c'est sur le contenu pédagogique et c'est un temps moyen estimé pour consommer ces contenus pédagogiques qui portent sur les principaux modules de l'offre. Hein. Donc c'est le socle, hein, le parcours initial. Donc on va retrouver notamment la gestion commerciale, la finance, le CRM, la gestion d'affaires, entre autres. Voilà. C'est global, 60 heures. Alors j'avais Séverine, je ne pense pas avoir répondu. Si je comprends bien, la différence avec l'ERP modulaire, c'est l'ouverture de la solution composable vers d'autres systèmes à l'aide d'API de web service. C'est exactement ça, Séverine. C'est cette capacité d'ouverture native qui fait que on est beaucoup moins contraint dans la consommation de flux de données qui viennent d'applications tierces que sur des solutions ERP plus traditionnelles qui sont quand même un peu plus centrées sur les données de l'ERP et un peu moins vers des données qui arrivent d'un autre environnement, d'une autre application. Et effectivement, on a cette architecture 100% API compatible qui fait que c'est l'intégralité du scope de l'ERP qui est nativement adressable par API. Voilà. J'ai l'impression que là, j'ai dû prendre à peu près toutes les questions, me semble-t-il. Je ne pense pas en avoir loupé. J'en ai des nouvelles. Alors, vous avez parlé d'API personnalisable. Qu'entendez-vous par personnalisable? Mais en fait, à partir du moment où on a un modèle de physique de l'ERP qui est adressable sur son périmètre complet par des API, l'avantage qu'on a, c'est que on peut définir exactement quelles sont les données qu'on veut échanger et notamment quelles vont être les données qui vont être contenues dans le contrat de données que les deux applications vont s'échanger. Et donc, on n'impose pas, nous, en tant qu'éditeur, un contrat de données pour dire quand je veux manager un échange de flux entre, par exemple, la gestion des commandes si je dis SAP Flex et une application qui voudrait m'envoyer des commandes, une application tierce, je n'impose pas un schéma de données. Je n'impose pas un contrat de données qui dit voilà, je veux ce champ-là, ce champ-là, ce champ-là. Non. En fait, j'expose le modèle physique de CJXAP Flex et on va pouvoir définir dans ce modèle CJXAP Flex quelles sont les données que je vais intégrer dans mon contrat de données. Et ensuite, le modèle physique, le modèle métier, lui va se charger de réconcilier quelque part les données du contrat avec le modèle physique. Donc il y a un code métier qui va s'exécuter et qui va garantir l'intégrité des données qu'on aura échangées. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une capacité d'avoir des API
personnalisé et pas sur des contrats qui sont figés dans le marbre et qui sont fournis par l'éditeur. C'est ça la nuance. J'espère que j'ai été clair. C'est pas facile, c'est un peu technique. Et c'est pas toujours facile de vulgariser des sujets techniques. Alors, à suivre, les freelances avant la fin du parcours. Désolé, alors j'ai pas compris. Du coup, à suivre les freelances. Là, j'ai pas compris la question, donc je suis un peu navré de pas savoir comment y répondre. Bon, c'était peut-être pas une question. Alors, pouvez-vous réexpliquer la notion d'engagement dans les packs? Pas compris. Donc, Olivier, je vais essayer d'expliquer. En fait, vous avez 3 packs qui sont proposés, qui finalement assemblent des parcours par rapport à des profils types de freelance. On a imaginé que vous étiez plutôt soit très métier, soit technico-fonctionnel, soit technique. Et donc, pour chacun de ces profils, on a un pack qui correspond. Ces packs, soit on vous dit, ben, vous vous engagez que sur un an, et à ce moment-là, il y a un prix qui est fixé. Par exemple, ça peut être 200 € par mois. Soit vous êtes plutôt sur une vision un peu plus moyen terme, et vous dites, ben, moi je suis prêt à m'engager sur 3 ans, mais du coup, mon loyer mensuel va être plus faible. Au lieu de payer 200 € par mois, je paierai que 150 € par mois. Mais du coup, je suis engagé sur 3 ans. D'accord? Dans tous les cas de figure, avant que vous commenciez à payer un seul euro, vous avez 3 mois pendant lesquels vous avez accès à tous les contenus qui correspondent au pack que vous avez souscrit pour commencer votre apprentissage et même aller, pourquoi pas, si vous êtes rapide, jusqu'à votre certification avant même d'avoir déboursé le moindre euro. Et l'idée de ces 3 mois gratuits, c'est de vous permettre de faire votre ramp-up sur la technologie CJKP Flex et les modules métiers, si vous êtes sur la partie métier, avant d'être amené à sortir de l'argent sans avoir de contrepartie financière par des prestations que vous seriez capable de réaliser auprès de nos partenaires. Donc le but, c'est de retarder au maximum vos frais et d'essayer de les faire arriver qu'à partir du moment où vous commencez à avoir des rentrées d'argent par des prestations que vous réalisez. C'est un modèle qu'on a essayé de rendre vertueux. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions que je n'ai pas traitées? Il ne reste plus que la question pour Axel, pour l'instant, qui concerne la présentation de Malte. Superbe. Merci pour votre écoute, en tout cas. J'ai essayé de faire au mieux pour répondre à toutes vos questions. J'espère que c'était intelligible. Il y a juste une dernière question peut-être pour comment avoir la possibilité d'accéder à la formation? Alors, il suffit d'envoyer un email au mail que j'ai indiqué tout à l'heure, qui était dans le support, d'ailleurs le support et qui vous sera proposé, hein, donc vous aurez accès. Donc, je rappelle cet email, c'est freelance au singulier @cegid.com. Et donc, vous faites un mail sur cette adresse et évidemment qu'on vous recontactera et on vous donnera toutes les modalités pour pouvoir souscrire à ces programmes spécifiques qu'on a conçus pour vous, les freelances. Voilà.